19 octobre 1944. Les jungles de l'île de Leyte aux Philippines étaient épaisses de chaleur, de bruit et de peur. Les équipes d'artillerie américaines, trempées de sueur et de boue, travaillaient 24 heures sur 24, déchargeant des caisses de munitions des navires Liberty. L'air tremblait à chaque explosion des obus de 155 mm, déchirant les lignes défensives japonaises enfouies profondément dans les collines. Un jeune caporal nommé John Evans s'arrêta juste assez longtemps pour jeter un coup d'œil à l'étrange poussière rougeâtre qui s'échappait d'une caisse d'obus fissurée. Ce n'était marqué comme rien de ce qu'il avait vu auparavant. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Marmonna-t-il, avant de hausser les épaules et de charger l'obus. Quelques instants plus tard, la jungle s'illumina à nouveau. L'obus atterrit avec une telle force qu'il secoua les arbres à 3 miles de distance. De retour dans l'est du Texas 3 ans plus tôt, un fermier nommé Harold Gentry, Hal pour ses amis, était agenouillé dans un champ de maïs brûlé par le soleil, juste à l'extérieur du comté de Tyler. L'été de 1941 avait été brutal. Le sol était sec, fissuré comme du vieux cuir, et rien ne semblait pousser. Hal, 42 ans, avec des mains comme de vieilles écorces, tenait un bocal en verre rempli d'une étrange poudre grise. Ses voisins se moquaient de lui quand il avait commencé à le mélanger. Du nitrate d'ammonium, un peu de sulfate d'ammonium et du charbon de bois moulu. Rien de tout cela n'avait de sens pour eux. Ils disaient que c'était stupide, dangereux. Tu n'es pas chimiste, Hal. Un homme se moqua à l'élévateur à grains. Je veux juste faire exploser ton champ. Hal ne discuta pas. Il continua simplement à mélanger, tester, observer. Ce que ni les voisins moqueurs ni Hal lui-même ne pouvaient savoir, c'est que ce stupide mélange d'engrais traverserait un jour l'océan. Il trouverait son chemin dans les usines de guerre, dans les obus d'artillerie, dans les mêmes obus qui pulvérisaient maintenant les fortifications ennemies dans le Pacifique. Non pas parce qu'il était explosif, pas encore, mais parce qu'il était efficace, stable, facile à stocker et abondant. En moins d'un an, le Conseil de production de guerre des États-Unis déposerait discrètement une note top secrète sous le nom de Projet Grain Vert. En 1944, des milliers de tonnes de munitions portaient des traces d'une formule qui avait commencé dans un champ de maïs de 120 acres dans l'est du Texas. Il disait qu'il n'était qu'un fermier. Il disait que son mélange était insensé. Ils avaient tort. Ceci est l'histoire vraie de la façon dont un homme négligé, sans éducation formelle et rien d'autre qu'un cœur têtu, a créé quelque chose qui résonnerait à travers les jungles à l'autre bout du monde. Quelque chose qui a aidé à gagner une guerre. Et tout a commencé avec de la terre. Harold Hal Gentry. Et le sol qui défiait le Texas. Hal Gentry est né le 15 août 1908 dans les bois de pin du comté de Tyler, Texas. Son père, Ernest Gentry, était un fermier de maïs de 2e génération. Sa mère, Ruth, enseignait l'arithmétique à l'école à une seule pièce qui desservait leur partie de l'est du Texas. Ils n'étaient pas riches. Ils n'étaient même pas de classe moyenne. Mais ils avaient des terres. 120 acres de sol principalement argileux rouge qui s'étendaient le long du bord de la rivière Neches. Hal a grandi en chassant les poulets pieds nus, en réparant les clôtures et en écoutant les vieux hommes du magasin général débattre des rendements des cultures et du pH du sol, comme si c'était l'écriture du dimanche. Mais alors que la plupart des garçons du comté rêvaient du de derrick pétrolier ou d'empire de bétail, Hal avait une fascination plus étrange, la chimie de la terre sous ses bottes. À 12 ans, il demanda à sa mère s'il pouvait garder ses vieilles boîtes de café. Non pas pour des billes, mais pour tester différentes combinaisons de cendres, de sable et de fumier sur les oignons sauvages derrière la grange. Elle rit, mais le laissa faire. Cette même année, il emprunta une copie décolorée de Sciences agricoles élémentaires à la bibliothèque de l'école et la lut jusqu'à ce que les pages se déchirent aux coutures. Au moment où il hérita de la ferme au printemps de 1935, pendant la fin de la Grande Dépression, Hal avait déjà commencé à tenir des journaux manuscrits avec des noms comme « Expérience d'azote et contrôle de l'humidité ». Il ne se disait pas scientifique. Il n'avait même pas terminé le lycée. Mais il avait une habitude que la plupart des hommes n'avaient pas. Il notait tout. Chaque pluie, chaque plantation, chaque changement de couleur de feuilles. Dans l'est du Texas, le sol était dur. Les étés étaient secs, les hivers courts. Et l'argile dans la terre pouvait faire que planter ressemble à ciseler dans la pierre. En 1941, avec la guerre qui s'intensifiait en Europe et la demande agricole augmentant à travers les États-Unis, Hal avait du mal à dépasser la moyenne de l'État. Le maïs était censé atteindre au moins 35 boisseaux par acre au Texas. Hal était coincé autour de 28. C'est alors qu'il fit le mélange. Cela commença simplement. Il ajouta du nitrate d'ammonium au sol, un engrais riche en azote courant disponible pour les fermiers en petite quantité. Mais Hal remarqua qu'il lessivait trop rapidement dans ses champs. L'azote disparaissait avant que les cultures ne puissent l'absorber. Alors, il ajouta du sulfate d'ammonium, espérant que le soufre pourrait ralentir la libération. Cela aida un peu, mais pas assez. Puis vint le charbon de bois, réduit en poussière fine. Il absorbait l'humidité et maintenait les autres composés ensemble d'une manière qui surprit même Hal. La texture changea. Le sol resta plus frais, plus vert. Il l'appela mélange Gentry TX41. Et les gens riaient. Ce n'est pas un laboratoire de science, Hal. Un voisin lui dit « Tu fais un assaisonnement de barbecue pour tes plantes. » Mais quelque chose se passait.
Sur une parcelle d'essai de 3 acres, près de l'arrière de sa propriété, le maïs de Hall poussait plus haut, plus vert. Il enregistra un rendement de 40 boisseaux par acre, plus de 40% d'augmentation. Il pensa que c'était peut-être un coup de chance, peut-être que la pluie avait aidé, mais il le testa encore et encore, et les chiffres tenaient. Ce que Hall ne savait pas, ne pouvait pas savoir, c'était que la composition chimique de son mélange avait une ressemblance troublante avec les composés de munitions de stade précoce. Pas explosif en soi, mais stable, dense et plein d'énergie potentielle. Dans un monde qui se précipitait maintenant vers une guerre mondiale, où chaque morceau d'azote pouvait signifier la différence entre une victoire et une défaite, l'expérience de jardin de Hall était sur le point de devenir un secret national. Pourquoi l'engrais peut exploser? La science qu'il n'enseignait pas aux fermiers. Hal Gentry ne savait pas qu'il manipulait les os d'une bombe. Pour lui, le nitrate d'ammonium n'était qu'un engrais puissant, l'une des meilleures sources d'azote pour son sol difficile de l'est du Texas. Il l'achetait dans de petits sacs en papier brun de la coopérative du comté, ne se demandant jamais pourquoi il était parfois conservé dans un hangar séparé avec un panneau d'avertissement. Les fermiers autour de lui l'utilisaient aussi, mais seulement en petite quantité et généralement mélangé avec de la chaux ou du gypse. La curiosité de Hall le poussa plus loin. Il ne cherchait pas à faire quelque chose de dangereux. Il essayait juste de garder son maïs en vie pendant un autre été texan chaud. Mais ce que Hall ne savait pas, ce que la plupart des fermiers ne savaient pas, c'est que le nitrate d'ammonium n'était pas seulement utile pour cultiver des récoltes. Dans les bonnes conditions, il pouvait détruire des bâtiments, briser le béton et déchirer l'acier. C'était en fait l'un des produits chimiques à double usage les plus polyvalents et les plus mortels au monde. Décomposons cela. Le nitrate d'ammonium est fabriqué à partir d'ammoniac et d'acide nitrique, deux substances qui, lorsqu'elles sont combinées, créent un sel à haute teneur en oxygène. Cet oxygène en fait un oxydant idéal. Dans les engrais, il délivre l'azote directement aux racines des plantes. Mais dans les explosifs, il alimente la combustion. Lorsqu'il est mélangé avec une source de carburant comme le diesel ou même le charbon bois, il peut détonner avec une force rivalisant avec le TNT de qualité militaire. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la chimie. Et au début de la Seconde Guerre mondiale, les puissances alliées et de l'Axe étaient désespérées pour les nitrates. L'Allemagne s'était longtemps appuyée sur le procédé Haber-Bosch pour synthétiser l'ammoniac à partir de l'azote atmosphérique. Les Britanniques, à court de ressources naturelles, se tournèrent vers les importations de salpêtre chilien. Les États-Unis avaient des usines chimiques à travers le Midwest, pompant du nitrate d'ammonium pour l'agriculture. Mais à la fin de 1941, le département de la guerre commença à le détourner pour les munitions. Les chiffres sont stupéfiants. Une seule bombe de 1000 livres pouvait nécessiter plus de 400 livres de nitrate d'ammonium de haute qualité dans sa charge. Multipliez cela par des millions de bombes, d'obus et de grenades, et vous parlez de centaines de milliers de tonnes d'un produit chimique qui jusqu'à présent vivait principalement dans les magasins d'aliments pour animaux et les silos à grains. C'est dans cette course mondiale à l'azote que quelqu'un remarqua la petite expérience de Gentry. Le mélange Gentry TX41 n'était pas explosif. Pas encore. Mais il avait deux choses que l'armée aimait: la stabilité et la disponibilité. Parce que la version de Hall utilisait du charbon de bois moulu au lieu de carburant liquide, il pouvait être stocké à sec, emballé dans des bidons et expédié à travers l'océan sans fuir ni se dégrader. Plus important encore, il était bon marché. Chaque ingrédient pouvait être obtenu localement. Pas besoin d'importations rares ou de processus de raffinage dangereux. Cela le rendait idéal pour quelque chose de nouveau. Un composé amplificateur. Un amplificateur se situe entre un détonateur et une charge explosive principale. Son travail est d'amplifier une faible étincelle en une explosion massive. Pour cela, vous avez besoin de quelque chose avec une sensibilité modérée. Plus puissant qu'une mèche, mais plus sûr que le TNT. Le mélange de Hall, avec les bons ajustements, cochait toutes les cases. Pourtant, personne ne lui dit cela. Alors que l'armée ajoutait discrètement le mélange Gentry TX41 à sa liste de composés amplificateurs expérimentaux, Hall continua à cultiver. Il garda ses notes, suivit l'acidité de son sol et n'imagina jamais qu'enterré dans ses rangées de maïs se trouvait la graine de quelque chose de bien plus grand. Au début de 1942, le Conseil de production de guerre rédigeait déjà des propositions pour adapter certains composés à base d'engrais pour une utilisation militaire. Et l'une des étiquettes qui revenait sans cesse, griffonnée au crayon sur un rapport déposé depuis l'est du Texas, disait simplement « Grain vert, variante agricole ». La lettre qui changea sa vie, Washington appelle. Elle arriva dans une enveloppe brune ordinaire sans adresse de retour et seulement une ligne de texte au-dessus du nom de Hal Gentry. Affaire officielle, Conseil de production de guerre. Le cachet de la poste indiquait 5 mars 1942. Hal l'ouvrit avec les mêmes mains épaisses et calleuses qu'il utilisait pour soulever des sacs de nourriture. À l'intérieur se trouvait une lettre d'une seule page. Tapé dans un langage bureaucratique rigide. Le gouvernement voulait le rencontrer. Plus précisément, des représentants du Conseil de production de guerre des États-Unis et du Bureau de la recherche et du développement scientifique demandaient une consultation technique
concernant les formulations récentes de matériel agricole à base d'azote. Hal regarda fixement la lettre pendant 1 minute complète avant de la poser sur sa table de cuisine à côté d'un morceau de pain de maïs à moitié mangé. Il n'était pas sûr de ce qu'il voulait dire. Il n'était même pas sûr pourquoi il se soucierait de ce qu'il faisait. Mais il se souvint d'une phrase près du bas soulignée à l'encre épaisse. Votre composé a des propriétés d'intérêt pour la recherche de défense nationale. 2 semaines plus tard, Hal monta dans un train à Lufkin, Texas, avec une valise dans une main et un cahier d'expérience d'engrais dans l'autre. Il portait son seul manteau de laine et un chapeau qui n'avait pas été neuf depuis avant la dépression. Il n'avait jamais quitté l'État auparavant. Au moment où il atteignit Washington DC, le printemps venait juste de commencer. Les cerisiers en fleurs bordaient les rues, mais l'ambiance dans la capitale était tendue. Les Japonais avaient pris les Philippines. Les U-boats traquaient l'Atlantique. L'Amérique se précipitait pour approvisionner non seulement sa propre armée, mais aussi toute la machine de guerre alliée. Hal fut conduit par une entrée latérale dans un bâtiment quelconque sur Pennsylvania Avenue. Il ne reçut ni badge ni escorte, juste une poignée de main d'un homme en costume gris qui se présenta seulement comme Monsieur Hartley. Ils le conduisirent à une salle de conférence sans fenêtre où 2 autres hommes étaient déjà assis. L'un portait une blouse de laboratoire, l'autre des insignes militaires. Un pichet d'eau était posé intact au centre de la table. Hal posa son cahier et attendit. Ce qui suivit fut plus un interrogatoire qu'une consultation. Ils lui posèrent des questions sur son mélange, comment il l'avait fait, pourquoi il avait choisi ses ingrédients, ce qu'il avait remarqué dans le sol, comment, nerveux mais stable, expliqua tout, comment le nitrate lessivait sous la pluie, comment le charbon de bois gardait le mélange sec, comment ses rendements avaient augmenté de 40%. Il n'utilisa jamais une seule fois le mot explosion, mais eux si. L'homme en uniforme, le colonel Julius Black, se pencha en avant. Monsieur Gentry, êtes-vous conscient que votre formule, avec une légère modification, répond au seuil de densité et d'énergie pour une utilisation dans les munitions militaires? Hal le fixa. Monsieur, je voulais juste que mon maïs pousse. Le colonel esquissa un sourire, mais ses yeux étaient sérieux. Eh bien, vous venez peut-être d'inventer un amplificateur meilleur que tout ce que nous avons sur le terrain. Ils n'expliquèrent pas grand-chose d'autre. Sécurité, dirent-ils. Hal recevrait un contrat, une petite compensation pour sa formule, plus une consultation continue. Il resterait sur sa ferme officiellement pour éviter l'attention. Le gouvernement ferait le reste. Avant qu'il ne parte, Monsieur Hartley le prit à part. « Ce que vous avez fait n'est pas une bombe, dit-il, mais c'en est une partie. Et avec la guerre telle qu'elle est, c'est peut-être exactement ce dont nous avons besoin. » Hal hocha la tête, plus confus que fier. Il retourna au Texas avec une poche pleine de documents gouvernementaux, et le poids étrange de savoir que quelque chose de sa ferme n'était plus à lui seul. L'expérience qui avait commencé avec un sac d'engrais était maintenant sous clé, et avait un nouveau nom. Projet Grain Vert, l'usine de munitions Longhorn et un ingrédient secret. À l'été de 1942, la guerre avait atteint profondément le cœur du Texas, non pas avec des balles ou des bondes, mais avec des plans et des wagons de chemin de fer. Dans une étendue couverte de pins de l'est du Texas, près d'une ville tranquille appelée Karnak, des bulldozers aplatissaient des arbres par acres. Ce qui avait été autrefois des terres agricoles et des forêts devenait maintenant l'une des installations les plus secrètes et stratégiquement vitales du pays. L'usine de munitions de l'armée Longhorn. Elle couvrirait plus de 8500 acres une fois terminée, plus de 13 miles carrés d'entrepôts de munitions, de quais de chargement et de lignes de production. Son objectif était de produire du trinitrotoluène, connu sous le nom de TNT, en quantité massive. Mais l'armée avait besoin de plus que de simples explosifs puissants. Elle avait besoin de composants, de charges, d'amplificateurs, de stabilisateurs, de matériaux qui pouvaient étendre les réserves limitées de TNT sans compromettre la puissance de feu. C'est là qu'intervint la formule de Hal Gentry. Dans un bureau tranquille à l'intérieur de l'aile administrative de l'usine, les mots amplificateur grain vert variante TXF41 furent tapés sur une demande de test de production. C'était officiellement un composé amplificateur destiné à être inséré entre le détonateur et la charge principale de TNT. Il avait été adapté du mélange original de Hal avec de légers changements. Le charbon de bois était moulu plus finement et de petites quantités de cire de paraffine furent ajoutées pour empêcher l'absorption d'humidité. Les résultats surprirent même les sceptiques. Lorsqu'il fut testé à l'intérieur d'un étude au but de 105 mm au terrain d'essai d'Aberdeen dans le Maryland, le mélange grain vert modifié brûla proprement, se compressa uniformément et transféra la force avec une cohérence quasi parfaite. Il n'était pas aussi puissant que le TNT, mais il n'avait pas besoin de l'être. Son travail était d'amplifier, et il le faisait mieux que toute formule existante à l'époque. De retour à Karnak, les ingénieurs de l'usine Longhorn étaient sceptiques au début. Un superviseur se moqua. « Nous faisons confiance à une recette de terre de fermier pour aller à l'intérieur de l'artillerie vivante. » Mais les délais ne se souciaient pas du pédigré. Les forces alliées manquaient d'explosifs de haute qualité. L'invasion de l'Afrique du Nord avait épuisé les réserves. Le théâtre du Pacifique s'étendait. Et les matières premières, comme la toluène nécessaire pour le TNT, étaient en quantité dangereusement insuffisante.
Cela fit de la formule de Hall plus qu'une nouveauté. Elle en fit une nécessité. En octobre 1943, l'usine Longhorn avait entièrement intégré le projet Green Grain dans son calendrier de production. Le mélange était expédié dans des fûts scellés étiquetés variante de propulseur C et chargés dans des milliers d'obus de 105 mm et 155 mm. Il n'était jamais listé par son nom sur les registres de manifeste, seulement le code de formule TXF41. Hall n'avait pas été informé de l'ampleur totale de son utilisation. Il se levait toujours avant l'aube, s'occupait de son naïs et griffonnait les chiffres de pluviométrie dans un carnet à spirale. Mais toutes les 2 semaines, il recevait une enveloppe simple avec un chèque et une mise à jour d'une ligne. Résultat sur le terrain, acceptable. Continuer le soutien, il n'en demandait jamais plus. Ce qui comptait pour lui, c'était que quelque chose qu'il avait fait, quelque chose construit avec patience, terre et essais et erreurs, était utilisé pour quelque chose de plus grand que lui-même. Quelque chose qui pourrait aider à mettre fin à la guerre. Et au plus profond de l'usine Longhorn, les ingénieurs commencèrent à l'appeler par un surnom que personne à l'extérieur des portes n'entendit jamais. Aucune expérience de guerre ne survécut sans risque. Et au début de 1944, le mélange de Hall Gentry faillit connaître sa fin. Pas sur le champ de bataille, mais dans un entrepôt. Le premier signe de problème survint un matin pluvieux de février, lorsqu'une inspection de qualité de routine à l'usine Longhorn signala plusieurs barils de TXF41 pour intrusion d'humidité. Une fine couche de condensation s'était formée à l'intérieur des conteneurs, ramollissant le mélange en grumeaux. La lecture était claire. 5,2% d'humidité en poids. Le seuil de sécurité militaire était de 3. Au début, l'équipe d'inspection pensa qu'il s'agissait d'une erreur de stockage. Peut-être que les barils n'avaient pas été scellés correctement, mais un deuxième lot échoua au même test, puis un troisième. En 72 heures, l'usine arrêta toute activité de ligne de propulseurs impliquant le grain vert. Les retards de production s'accumulaient. Une offensive sur le front de guerre approchait. Les tensions montèrent. Hall fut convoqué. Il arriva à l'usine portant sa même vieille veste de terrain et son chapeau, sentant toujours faiblement la terre et le diesel. Le point de contrôle de sécurité le fit passer sans cérémonie. À l'intérieur, des hommes en blouse blanche et avec des porte-blocs marchaient rapidement entre les laboratoires et les zones d'essai. Hall, toujours fermier dans l'âme, se sentait comme dans un pays étranger. Ils l'amenèrent à une longue table métallique où 2 fûts du mélange humide avaient été ouverts. Un chimiste souleva un échantillon et le laissa s'effriter entre ses doigts gantés. « Ce n'est pas stable », dit-il platement. Si cela avait été expédié, cela aurait pu causer des ratés de tir. Pire encore, Hall demanda à voir les registres. Après 30 minutes à feuilleter les notes de production, il repéra un schéma que l'équipe de laboratoire avait manqué. Chaque lot défectueux avait été stocké dans une nouvelle aile de l'entrepôt, la seule sans déshumidificateurs actifs. Il le signala. La salle devint silencieuse. Le superviseur principal passa ses doigts dans ses cheveux. « Vous me dites que ce n'était pas un problème de formule ?» Hall hocha la tête. Pas si le mélange était sec en entrant. On ne peut pas blâmer la pâte si le four fuit. La solution fut rapide. Tous les fûts furent relocalisés et les contrôles d'humidité furent améliorés. Mais l'incident laissa une cicatrice. Plusieurs hauts responsables du conseil de production de guerre considéraient maintenant le propulseur de grain vert avec suspicion. Certains suggérèrent de revenir aux anciens composés malgré leur efficacité moindre. Et puis un deuxième incident empira les choses. En mars, au poste de chargement 4, un coup sourd retentit dans l'usine. Pas une explosion complète, mais une déflagration violente pendant l'emballage des obus. 3 ouvriers furent blessés. Un rapport préliminaire accusa une décharge statique d'un outil métallique. Mais quand le mot se répandit que l'obus avait été chargé avec du TXF41, les chuchotements se transformèrent en gros titres. Hall ne fut pas impliqué, mais il le ressentit tout de même. Cette nuit-là, il s'assit sur son porche avec un registre sur les genoux et une cigarette brûlant entre ses doigts. Il ne l'allumait pas souvent, mais ce n'était pas une nuit ordinaire. Il ne dormit pas. Le lendemain matin, il envoya une lettre manuscrite au directeur de l'usine. Elle disait « Si vous pensez que le mélange n'est pas sûr, arrêtez de l'utiliser. Je n'ai pas fait cela pour blesser qui que ce soit. » La réponse revint 3 jours plus tard, tapée dans un langage formel et sec. Nous reprenons l'utilisation du grain vert. Le problème était procédural, pas chimique. Votre mélange reste précieux. Vous aussi. Ce n'était pas un éloge, mais c'était suffisant. Hall retourna à ses champs. Les doutes ne disparurent pas, mais quelque part entre les rangées de maïs et le bourdonnement du vent, il se rappela que le risque faisait partie de la guerre et de la découverte. Si son mélange avait un rôle à jouer, il irait jusqu'au bout, même si personne ne disait jamais merci. Comment le mélange aida à briser Leyte ? 20 octobre 1944. Les premières bottes américaines touchèrent les rivages de l'île de Leyte à l'aube. Le soleil commençait tout juste à dissiper la brume matinale, mais la jungle était déjà vivante de coups de feu,
d'obus de mortier et du sifflement aigu des mitrailleuses japonaises cachées dans les collines. C'était le début du retour du général Douglas MacArthur, la libération tant promise des Philippines. Et les Japonais n'avaient aucune intention d'abandonner l'île sans combattre. Les zones de débarquement étaient lourdement fortifiées. Des bunkers cachés, des tranchées camouflées et des casemates profondément enterrées transformaient chaque pouce de terrain en piège mortel. Les soldats alliés se recroquevillaient derrière toute couverture qu'ils pouvaient trouver alors que le tir ennemi pleuvait. Les progrès stagnaient. Les pertes montaient. Puis, le ciel se fendit. Un mur de son déferla depuis la mer. Les cuirassés et croiseurs américains stationnés à des kilomètres au large déchaînèrent leurs arsenaux complets dans ce qui allait devenir l'un des plus grands bombardements navals de la guerre du Pacifique. Des obus de 155 mm formaient des arcs mortels au-dessus des têtes. Certains portaient les noms de bien-aimés griffonnés au crayon. D'autres portaient quelque chose de bien plus inhabituel. Un composé propulseur étiqueté TXF-41. À l'intérieur de ces obus, niché entre le détonateur et la charge, se trouvait une poudre née dans la terre de l'est du Texas. Le mélange de Hal Gentry. Personne sur la plage ne le savait. Personne sur les cuirassés ne le savait. Mais quand les obus touchèrent, ils surent que quelque chose était différent. Un sergent de marine nommé Victor Ducas, accroupi derrière une souche d'arbre fendu, écrivit plus tard dans son journal de terrain. On aurait dit que le ciel avait été décollé. Le sol se souleva sous nous comme un matelas. Ça n'a pas seulement explosé, ça a poussé. On pouvait le sentir dans la poitrine. Je ne sais pas quel genre de munitions ils ont utilisé, mais les Japonais ont arrêté de tirer après ça. La ligne défensive japonaise le long de Red Beach s'effondra après 40 minutes de bombardement soutenu. Les rapports des observateurs avancés notèrent que les bunkers qui avaient auparavant résisté aux explosions conventionnelles étaient maintenant détruits au-delà de toute reconnaissance. Dans certains cas, le flanc même de la colline fut déchiré, racines, rochers et barres d'armature projetées haut dans les arbres. L'artillerie ne faisait pas que supprimer le tir ennemi, elle effaçait leur position. Dans une note rédigée seulement 2 jours après l'assaut initial, un officier des munitions à bord de l'USS Tennessee écrivit « Les performances des obus ont dépassé les attentes antérieures en termes de cohérence et d'étendue de détonation. La cause suspectée est liée au nouveau composé propulseur émis dans le lot TX6. Test supplémentaire recommandé. Ce lot TX6 n'était autre que le lot amélioré au grain vert expédié depuis l'usine de munitions de l'armée Longhorn à Karnak, au Texas, 4 semaines plus tôt. Ce n'était pas le seul lot. Au moment où la campagne de Leyte atteignit son apogée en novembre, plus de 250 000 obus contenant le propulseur avaient été tirés à travers l'île. On estime que 4 millions de livres de matériel connecté au TXF-41 avaient été utilisés à la fin de la campagne, et les Japonais le remarquèrent. Les manuels de terrain ennemis capturés indiquaient un changement dans la planification défensive. Après Leyte, ils commencèrent à renforcer Teamwork avec du béton au lieu de terre, et commencèrent à enterrer les armes plus profondément sous terre. Ils avaient appris douloureusement que quelque chose avait changé dans la puissance de feu américaine. Mais ils ne surent jamais quoi. De retour au Texas, Hal Gentry était assis dans sa cuisine en écoutant la radio. L'émission crépitait par intermittence, mais il attrapa les gros titres. Les forces américaines réalisent des gains majeurs aux Philippines. Il ne savait pas que son mélange était utilisé. Personne ne le lui avait dit. Mais alors qu'il versait son café et jetait un coup d'œil à son champ, quelque chose le tiraillait au ventre. Pas de la fierté, pas de la peur. Quelque chose entre les deux. Il avait passé toute sa vie à essayer d'aider les cultures à pousser. Maintenant, quelque chose qu'il avait fait aidait à déchirer des montagnes. Et dans ce moment, bref, silencieux, invisible, il comprit la puissance de ce qu'il avait fait. Un héros sans uniforme. Au moment où les forces américaines sécurisèrent Leyte et que le général MacArthur marcha avec confiance à travers les vagues, comme promis, les gros titres chez lui étaient remplis de victoires. Les journaux publièrent des photographies de soldats courageux, de cuirassés en mer, de drapeaux hissés sur les collines de la jungle. Mais il n'y avait pas de photo de Hal Gentry. Il n'y avait pas de mention du vin vert, pas d'interview, pas de médaille, pas de défilé. De retour dans le comté de Tyler, au Texas, l'homme dont l'expérience avait aidé à briser certaines des fortifications les plus résistantes du Pacifique récoltait du maïs seul, silencieux et sans la moindre idée de jusqu'où son mélange avait voyagé. Hal reçut un télégramme ce mois-là. Il était bref. Du département de la guerre, il disait « Contribution TXF-41 aux munitions de classe propulseur reconnues. Continuez les expéditions régulières, les performances dépassent l'efficacité projetée. » C'était tout. Pas de signature, pas d'insigne, juste des chiffres et de l'utilité. Il plia le papier, le plaça dans son registre et n'en parla jamais à personne. En ville, les gens le taquinaient toujours sur l'odeur de son mélange d'engrais. Il l'appelait la poussière de chèvre de Gentry à cause de la façon dont elle s'accrochait aux bottes. Hal souriait simplement, hochait la tête et retournait au travail. Même l'employé du magasin d'alimentation animale, qui des années plus tôt s'était moqué de son projet scientifique,
achetait maintenant des semences de la récolte de Hal sans savoir que la même chimie du sol avait fait partie de l'arsenal allié. Parfois, Hal passait devant le bureau de poste et apercevait un drapeau de service dans la fenêtre de quelqu'un. Des étoiles dorées, des étoiles bleues, et se demandait si l'un de ses garçons avait été sauvé par la force de son mélange. Il ne demandait jamais. Il ne disait jamais, il n'avait pas d'uniforme, pas de grade, pas de ruban. Mais il avait le fardeau de savoir quelque chose que peu de civils savent. Que la ligne entre la vie et la mort, entre l'échec et la victoire, peut parfois passer directement à travers un lopin de terre têtu du Texas. Il y eut une soirée, une seule, où il fut proche de dire quelque chose. C'était le printemps de 1945. La guerre était presque terminée. Le soleil se couchait en épaisse traînée orange sur l'horizon, et Hal était assis sur son porche avec sa nièce, Claire, une institutrice en visite de Dallas. Elle avait apporté un journal avec elle, une photo de première page d'Iwo Jima. Le drapeau, les corps, le prix du progrès. Claire regarda son oncle et demanda doucement : « Regrettes-tu parfois de ne pas avoir fait plus, Hal ?» Il ne répondit pas au début. Il fixa simplement les rangées de maïs commençant à pousser, vert pâle contre l'argile rouge. Finalement, il dit « Parfois, le travail le plus important ne fait pas de bruit. » Claire ne comprit pas. Pas complètement alors. Mais des années plus tard, lorsque le projet Green fut discrètement déclassifié et que les dossiers révélèrent l'identité de l'homme derrière TXF-41, elle se souvint de ces mots. Hal ne se vanta jamais, ne revendiqua jamais le crédit, n'essaya jamais de profiter. Il resta dans sa ferme à travers la sécheresse de 1949, à travers la vague de mécanisation des années 50. Il mourut dans son sommeil en 1971, à l'âge de 63 ans. La nécrologie locale le lista comme fermier, expert en engrais et homme de foi tranquille. Elle ne mentionna pas les obus, le propulseur ou la guerre. Mais dans un classeur à Washington DC, dans un dossier autrefois marqué matériaux de munitions confidentielles, classe de propulseur C, le nom de Gentry était toujours là. Un fermier, un inconnu, un héros sans uniforme. Au final, Hal Gentry ne demanda rien. Il ne voulait pas que son nom soit gravé sur le côté d'un cuirassé. Il n'exigea pas de statut ou de chapitre dans un livre d'histoire. Il ne dit même pas à ses voisins ce qu'il avait fait. Il retourna simplement à la terre qu'il avait élevée et qu'il avait à sa manière tranquille remboursée. Et peut-être que c'est la partie qui reste avec vous. Parce que malgré tout le bruit de la guerre, tout le tonnerre des obus, les cris des ordres, le rugissement des usines, certains des moments les plus décisifs de l'histoire commencent dans le silence, dans l'immobilité, dans un homme debout, seul dans un champ, tenant un pot de poussière, se demandant si peut-être, juste peut-être, il a trouvé quelque chose que personne d'autre ne voit. La vie de Hal nous enseigne quelque chose facilement oublié, que l'histoire n'est pas seulement façonnée par les généraux et les discours. Elle est façonnée par ceux qui travaillent dans l'ombre, qui persistent sans applaudissements, qui portent le poids des conséquences sans jamais savoir jusqu'où leurs actions atteignent. Le mélange d'engrais qu'il a fait, né de l'échec, de la moquerie et d'un désir honnête de faire pousser quelque chose de bon, devint la force invisible derrière un millier d'explosions. Non pas parce qu'il l'avait voulu, mais parce qu'il croyait en la valeur de l'effort, de l'essai, de ne pas abandonner quand le monde dit que vous perdez votre temps. Il y a quelque chose de presque sacré dans cela. Alors peut-être que le véritable héritage de Hal Gentry n'est pas seulement dans les obus tirés à Leyte ou les plans stockés dans les archives. Peut-être est-ce dans ce qu'il nous rappelle sur nous-mêmes, que même à une époque de machines et de mesures, c'est toujours le cœur humain qui invente, toujours le fermier qui sème, toujours le citoyen qui sans grade ni ruban façonne la marée. Et maintenant, je vais vous demander quelque chose. Qu'auriez-vous fait à sa place si le gouvernement était venu chercher votre expérience de jardin ? Si votre travail personnel, tranquille et étrange, détenait soudainement le pouvoir de changer le cours de l'histoire, le donneriez-vous en sachant qu'il pourrait sauver des vies ? Porteriez-vous le risque en sachant qu'il pourrait aussi coûter ?